Un jeune qui veut pas manger avec vous pendant la pause de midi, il faut le virer. Il faut faire attention à ces gens-là. C'est surtout à ce type de personnes qu'il faut faire attention. Il a l'air très toxique, ce manager. Il n'y a aucune obligation de déjeuner avec son responsable ou avec ses collègues, bien au contraire. Je suis Souad Abdelbari, avocate en droit du travail. Je suis là pour analyser le contenu qui circule sur les réseaux sociaux et vous dire si c'est légal ou pas. Il y a quelqu'un qui a fait un TikTok pour dire qu'il fallait mentir sur son CV et on lui est tombé dessus. Mais je vous jure qu'elle a raison. Et c'est comme ça que j'ai pu taffer dans des trucs vraiment hyper divers et variés. Il faut pas mentir sur son CV, jamais. On peut embellir certaines choses, on n'est pas obligé de tout raconter sur son CV, on a le droit de faire le tri. En revanche, inventer des expériences, inventer des compétences qu'on n'a pas, ça peut que nous desservir dans la mesure où après, s'il s'avère qu'on ne sait pas faire ce pourquoi on a été embauché, on pourrait être sanctionné pour ce motif-là. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas apprendre sur le tas, sur le terrain. Donc juste inventer des expériences pour avoir le taf. Souvent, moi je vois des lettres de licenciement où c'est écrit « Avec une expérience de 10 ans en la matière, vous ne pouviez pas ignorer ce type de choses. En conséquence, on vous sanctionne pour ça. » Donc pour s'éviter des désillusions des deux côtés, il vaut mieux être le plus transparent possible. Est-ce qu'un employeur a le droit d'appeler d'anciens employeurs? Oui, tout à fait. Les anciens employeurs ne sont pas censés dénigrer le salarié. En revanche, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, en positif comme en négatif. Est-ce que c'est normal que je sorte du taf et que je sois dans cet état? C'est pas parce que t'es mon supérieur que t'as le droit de mal me parler. Le harcèlement moral, c'est plusieurs agissements qui ont soit pour objet, soit pour effet, c'est-à-dire que ce n'est pas volontaire. Il y a quand même une conséquence sur les conditions de travail. Donc c'est une dégradation des conditions de travail qui a pour conséquence d'altérer la santé physique ou psychique du salarié, de compromettre son avenir professionnel ou de porter atteinte à sa dignité et à ses droits. Ça peut être je suis mise de côté, placardisée, on me donne pas de travail, j'ai un poste à responsabilité, on me donne des tâches qui sont de faible valeur ajoutée, qui n'ont rien à voir avec mon expérience, rien à voir avec mes compétences. Ça peut être comme dans ce cas-là, je suis humiliée par mon collègue ou par mon responsable hiérarchique. Je suis pas censé avoir peur avant d'aller au taf. Je suis pas censé avoir la boule au ventre. Il faut d'une part prouver que les faits sont réels, démontrés par des attestations, par des emails, par des messages, des enregistrements, et de l'autre côté, des éléments médicaux avec des attestations de psychiatres, de médecins traitants, aller voir la médecine du travail aussi, très important. Médecin du travail qui pourra noter tout ce qui est relaté par le salarié et qui pourra servir de preuve devant le Conseil des prud'hommes. Les prud'hommes, c'est le tribunal, la juridiction qui est en charge des litiges entre les employeurs et les salariés. Qu'est-ce que risque un employeur qui est accusé de harcèlement moral? Le harcèlement moral en droit du travail, il donne droit au minimum à des dommages et intérêts d'un montant de 6 mois de salaire. C'est un plancher, donc ça peut aller au-dessus. Ça va dépendre de la situation du salarié. Donc ça, c'est pour la partie civile. Certains manquements sont aussi des infractions pénales. Ce qui signifie que le salarié, en plus de la saisine des prud'hommes, peut porter plainte devant soit le tribunal de police, soit le tribunal correctionnel. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Ça pose plusieurs questions. Cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Si la question c'est est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse entre deux salariés dans une même entreprise, la réponse est oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de rencontres qui se font sur le lieu de travail. S'il n'y a pas de conflit d'intérêts, s'il n'y a pas de risque majeur pour l'entreprise, en principe, il n'y a pas d'obligation de déclarer qu'on est en couple avec un collègue. En revanche, et on a une jurisprudence plutôt récente sur le sujet, où c'est un DRH qui entretenait une relation avec une représentante du personnel. Le DRH représentant du personnel, ils sont opposés en quelque sorte. Donc le fait d'être en couple et d'avoir des intérêts opposés, ça posait problème. Le DRH a été licencié, il a été sanctionné parce qu'on a considéré que c'était une violation de ses obligations, le fait de dissimuler une information qui est aussi importante avec un conflit d'intérêts potentiel. C'est pas comme si, par exemple, toi, t'étais la supérieure de Mathieu et que c'était toi qui décidais s'il avait une augmentation ou non. Est-ce qu'on peut sortir avec une personne qui n'est pas au même niveau hiérarchique? La réponse est oui, dès lors que c'est librement consenti. La première fois que j'ai vu avec quelqu'un, moi, c'était ma première employée. J'ai pris rendez-vous avec elle tous les matins pendant une semaine et j'ai baltringué tous les matins. Au bout de 7 jours, elle a été dire dans la boîte, c'est un peu chelou, je crois que ça m'a une drague. Je la vire par SMS. Elle m'a fait un prud'homme avec comme argument qu'elle a été virée parce qu'elle a refusé mes avances. Elle n'avait pas besoin d'avancer, qu'elle avait été draguée, licenciée par SMS, on n'est pas aux États-Unis. En France, c'est interdit et on peut obtenir des dommages et intérêts. La procédure, c'est d'abord une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement. Il faut respecter un délai d'au moins 5 jours ouvrables entre la réception du courrier et la tenue de l'entretien préalable. Lors de cet entretien, il y a un échange contradictoire entre l'employeur et le salarié qui peut être accompagné. L'employeur doit évoquer les griefs et le salarié ou la salariée doit pouvoir donner des explications. À la suite de ça, l'employeur, lorsqu'il a pris sa décision, il est dans l'obligation d'adresser un courrier au salarié avec les raisons
du licenciement. On a plusieurs types de licenciement. On a déjà tout ce qui est licenciement personnel, donc en lien avec le salarié, et de l'autre côté, tout ce qui est licenciement économique, lié à la situation économique de l'entreprise. On a tout ce qui est fautif, les licenciements disciplinaires, et ce qui n'est pas fautif, licenciement non disciplinaire. Le disciplinaire, c'est une faute. Faute simple, faute grave, faute lourde. Dans le licenciement non disciplinaire, donc l'insuffisance professionnelle par exemple, c'est l'employeur qui me reproche de ne pas être au niveau. C'est pas une faute, c'est je suis pas bon, pas suffisamment bon par rapport à ce qui est attendu de moi. Il faut quand même démontrer qu'on a formé le salarié, qu'on l'a adapté à son poste de travail avant de le licencier. On a aussi le licenciement d'un salarié qui est absent pendant très longtemps, qui est par exemple en arrêt maladie pendant très longtemps. Là, il faut des conditions bien précises. Il faut que son absence, elle désorganise l'entreprise, et 2, que j'ai, moi employeur, la nécessité de le remplacer. Donc là, on n'est pas dans le secteur de la faute, on est vraiment dans le domaine du non-disciplinaire qui peut aussi justifier un licenciement. Les amis, regardez-moi, je suis en arrêt maladie et je suis en train de kiffer ma vie. Et là, je vais dévaler tout ça. Qui va faire quoi? La CPAM, le contrôle du travail? Venez me chercher. Bon, là, clairement, elle ne semble pas être malade. C'est une violation de ses obligations contractuelles par rapport à son employeur, mais c'est aussi potentiellement une fraude à la sécurité sociale. Elle pourrait avoir une suspension de ses indemnités journalières. Elle pourrait avoir aussi une demande de remboursement des indemnités qui ont été perçues de manière indue. Ma RH, Stéphanie, et mes collègues de travail, j'espère que vous allez tous frapper votre tête au mur quand vous allez me voir aussi heureuse. Quand on est en arrêt maladie, on a le droit d'aller à l'étranger si besoin. En revanche, si on veut être en vacances, il faut attendre ses congés pour poser des congés et partir en vacances. Si un salarié tombe malade pendant ses congés payés, qu'il notifie à l'employeur son arrêt maladie, eh bien, ces jours de congés seront reportés à sa demande. Je suis face à mon manager et il me montre des photos de meufs à poil. Il me dit ça c'est tous mes plans avec laquelle on fait un plan à 3. Quand on est victime de harcèlement sexuel au travail, il faut surtout pas attendre, il faut réagir très vite. Ça peut être des actes, mais ça peut aussi être des propos sexistes qui sont de nature à créer une ambiance dégradante, intimidante, qui porte atteinte à l'intégrité de la femme ou des femmes en question. Ça a continué pendant les semaines à venir. Je me baisse pour attraper une poubelle. Il dit haut et fort, vas-y penche-toi plus qu'on voit mieux ton cul. À cela s'est joint bien évidemment des petites mains au cul, sinon ce serait pas drôle. C'est pas comme le harcèlement moral. Le harcèlement moral, il faut plusieurs agissements pour considérer qu'au global, ça constitue un harcèlement moral. Pour le harcèlement sexuel, un seul acte d'harcèlement suffit, et donc il faut réagir très vite et alerter. Donc alerter qui? Les ressources humaines, le CSE par exemple, s'il y a un référent harcèlement également, l'informer de la situation, demander à ce qu'une enquête soit faite au sein de l'entreprise, consulter un avocat bien évidemment pour mettre en place des actions, pour faire en sorte que ça cesse. Sachant que le harcèlement sexuel, c'est à la fois une faute civile dans le cadre du contrat de travail, mais c'est également un délit. Donc dans le cadre d'une procédure pénale, et dans le cadre d'une procédure pénale, la preuve est libre. Le mieux, ce sont quand même des attestations de collègues qui étaient témoins des faits et qui peuvent attester de manière précise de ce qui s'est passé et qui corroborent la version de la plaignante ou du plaignant. Ça peut être également des enregistrements à l'insu de l'auteur de ces faits. En principe, on n'est pas censé enregistrer une personne à son insu, mais quand il y a un cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, ça peut être considéré comme une preuve. Ça peut être des SMS aussi, des messages, des mails qui ont été échangés. On peut prouver presque par tout moyen un harcèlement sexuel. Ma chef m'a appelé dans son bureau pour me dire qu'elle mettait fin à mon contrat de travail. J'étais assez étonnée parce que vraiment j'ai commencé cet emploi il y a 10 jours en fait. 10 jours, c'est très court pour évaluer les compétences d'un salarié de la période d'essai. L'objectif, c'est justement que le salarié voit si ça lui plaît, s'il veut rester, et inversement pour l'employeur, si le salarié a les compétences pour cet emploi. Le principe, c'est que l'employeur peut y mettre fin à tout moment pour un motif qui est lié aux aptitudes du salarié. On n'a pas à justifier quand c'est une rupture de période d'essai, il n'y a pas de motif comme pour un licenciement. Alors que la semaine dernière, j'ai bossé presque 60 heures. 60 heures, on a dépassé la durée maximale du travail. Donc là, effectivement, l'entreprise a commis des manquements. La salariée peut demander des dommages et intérêts. Ça n'a rien à voir avec la rupture de la période d'essai. Quand on dépasse la durée maximale du travail, la jurisprudence considère que le préjudice est automatique. Donc il suffit de constater les 60 heures
pour avoir réparation du préjudice devant le Conseil des prud'hommes. Ensuite, il y a la question éventuellement des heures supplémentaires. J'imagine que le contrat de travail ne prévoit pas 60 heures par semaine. Quand on effectue des heures supplémentaires, on a une majoration. Le principe, c'est 25% pour les 8 premières et 50% au-delà de la 8e heure supplémentaire par semaine. Toutes ces heures-là, a priori, si elles ne sont pas payées, elles n'ont pas été déclarées à l'URSSAF. Et là, l'entreprise se rend coupable d'un travail dissimulé. Coucou Bayani, j'ai bien reçu ton mail me prévenant que tu serais pas là aujourd'hui parce que t'es malade et que du coup tu seras en arrêt maladie. T'as pas le droit de sortir de chez toi. Et je sais que la dernière fois, durant ton arrêt maladie, t'étais sortie dehors, j'avais vu une story avec Julie. Bon, c'est faux ce qu'elle dit sur le fait qu'on ne peut pas sortir quand on est en arrêt maladie. Si son arrêt maladie prévoit des sorties autorisées, le salarié peut sortir librement. En revanche, si c'est indiqué qu'il doit rester chez lui de 9h à midi, puis de 14h à 17h, il est censé rester chez lui. Et en cas de contrôle, s'il s'avère qu'il n'est pas chez lui, il pourrait voir ses indemnités suspendues. T'aurais quand même pu faire l'effort de venir, sachant toutes les tâches que je t'avais données. Et puis tout le monde doit prendre tes tâches quotidiennes du coup. Elle met un petit peu la pression, cette responsable. Donc ça, c'est pas autorisé de reprocher à un salarié d'être en arrêt maladie. C'est discriminatoire. Pendant un arrêt maladie, on n'est pas censé entrer en contact avec un salarié. En revanche, quand c'est le premier jour, on peut très bien lui envoyer un mail pour le demander justificatif. Si c'est un message qui est, par exemple, on a besoin de code de connexion, que c'est absolument indispensable pour la continuité du travail, c'est pas interdit. Mais c'est tout. Ça s'arrête là et l'entreprise n'est pas censée nous embêter pendant notre arrêt maladie. Un jeune qui veut pas manger avec vous pendant la pause de midi, il faut le virer, très clairement. Pourquoi? Parce que très souvent, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie connexion entre les salariés. Et je dis juste que c'est souvent un signal, un très mauvais signal d'ailleurs, il faut faire attention à ces gens-là. C'est surtout à ce type de personne qu'il faut faire attention. Il a l'air très toxique, ce manager. On ne peut pas licencier une personne parce qu'on la sent pas, ce serait subjectif, ce serait beaucoup trop facile. Il n'y a aucune obligation de déjeuner avec son responsable ou avec ses collègues, bien au contraire. Si l'employeur nous oblige à déjeuner avec lui et à parler de travail avec lui, on peut même considérer que c'est pas une vraie pause et qu'on a travaillé pendant cette pause et qu'il faut être rémunéré pendant cette pause. Donc chacun fait ce qu'il veut le midi. Et bien souvent, un jeune qui va dans sa voiture pour bouffer, qui va le plus loin de vous, c'est un jeune qui est fermé, qui a pas envie de bosser ici. J'ai eu des cas de salariés qui mangeaient très souvent dans leur voiture parce qu'elles étaient très mal au travail, très mal dans leur vie. Ça dissimulait la détresse et des dépressions de salariés, donc il faut quand même être plutôt vigilant. Il parle d'esprit d'équipe. L'équipe, c'est aussi repérer quand il y a un salarié qui va pas bien, discuter avec lui, s'intéresser à lui et voir si on peut mettre en place des choses pour qu'il aille mieux dans l'entreprise. Voici 4 solutions pour te faire licencier. Numéro 1, faire preuve d'insubordination. Par exemple, tu peux refuser de travailler, tu dis à ton boss, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, tu fais rien. Avec ça, clairement, tu t'exposes à une sanction disciplinaire et ça peut aller jusqu'au licenciement. Les salariés qui veulent se faire licencier, ce sont des salariés qui considèrent que la rupture conventionnelle est impossible dans l'entreprise. Donc, ils trouvent un moyen de partir tout en bénéficiant du chômage après la rupture de leur contrat de travail. Quand on est licencié, on peut bénéficier du chômage, même quand on est licencié pour faute grave. On n'a pas le chômage quand on démissionne, sauf si on rentre dans les cas de démission très spécifiques. Par exemple, la démission pour suivre un conjoint qui a eu une mutation. Numéro 2, multiplier les absences injustifiées et surtout non autorisées. Numéro 3, être en retard de manière régulière. Numéro 4, tenir des propos injurieux. Effectivement, insulter tes collègues ou ton manager, ça peut être une faute. Pardon. Je ne sais pas quoi dire, ça dépasse ce que j'aurais pu imaginer. En fait, ce qu'il oublie, c'est que l'employeur n'est jamais obligé de licencier. Suivre ses conseils, c'est aussi prendre le risque d'être peut-être placardisé, que l'employeur se dise « Ok, je sais ce qu'il veut, moi je ne vais pas le licencier, je vais le laisser comme ça ». Là, on se retrouve dans une situation de blocage où on est exclu de l'équipe, on s'ennuie au travail et on attend notre fin qui n'arrive pas. Les exemples qu'il a donnés, ça peut être des fautes graves, donc faute grave égale pas de préavis et pas d'indemnité de licenciement qui est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc si on donne des conseils comme ça à une personne qui a 20 ans d'ancienneté et qu'elle est licenciée pour faute grave, elle perd son indemnité. Donc, le mieux, c'est quand même de demander conseil quand on veut quitter l'entreprise. Le mieux, ça reste la rupture conventionnelle qui permet d'avoir au minimum l'indemnité de licenciement et partir proprement de l'entreprise plutôt que d'avoir recours à ce genre de stratagème. C'est quoi vos top 3 conseils pour bien négocier sa rupture co? Le 1, ce serait de ne pas se précipiter. Souvent, quand on veut une rupture conventionnelle, on veut partir très vite. On a parfois l'employeur qui nous met la pression en disant cette offre, c'est à prendre ou à laisser. C'est très rarement le cas. Le deuxième conseil, c'est de ne pas montrer qu'on veut partir absolument. Le plus pressé, c'est celui qui perd la négociation. Le troisième, ce serait de démontrer à l'employeur en quoi il aurait un avantage à accepter cette rupture conventionnelle. Bon,
Hier, on a travaillé jusqu'à super tard. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire pardonner et que j'allais faire un petit cadeau aux stagiaires. Attends, mais tu les as trouvés où? Attends, je suis trop contente, c'est énorme. Stagiaire qui travaille jusqu'à 2h du matin. Bon, je sais que dans certains secteurs, hélas, c'est courant, mais c'est pas normal. Le stagiaire, il pourrait demander la requalification de son stage en un contrat de travail. Considérer qu'il fait la même chose qu'un salarié, qu'il a potentiellement des objectifs, qu'il est sous un lien de subordination avec l'entreprise. Le lien de subordination, c'est 3 choses. C'est le pouvoir de direction de l'employeur, le pouvoir de contrôle de l'employeur et le pouvoir de sanction. Dès lors qu'on réussit à démontrer l'existence de ces 3 pouvoirs, le lien de subordination existe et une relation de travail peut être requalifiée en contrat de travail. Ce qui veut dire que le travailleur en question va être qualifié de salarié et va bénéficier des avantages qu'il aurait dû avoir en tant que salarié. Donc la rémunération pour son poste, les congés payés, le droit de bénéficier de l'ARE avec France Travail. Vraie question est-ce que c'est illégal? Absolument pas, putain. On ne peut pas être licencié pour avoir fait grève. La grève, c'est un droit fondamental. Si on est licencié pour ce motif-là, on peut demander l'annulation, la nullité du licenciement. Ce qui veut dire que le salarié ou la salariée peut demander sa réintégration dans l'entreprise. On ne peut pas faire grève tout seul, il faut être plusieurs pour faire grève. Et il n'y a pas à prévenir son employeur sous un certain délai. Donc dès lors qu'on a une revendication, on peut faire grève. Bon, on n'est pas rémunéré, mais c'est un droit qui est reconnu à chacun et on peut l'exercer librement. Il faut que je vous fasse un update de l'entretien que je viens d'avoir. Parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs trucs red flag. Elle ose me dire, sans indiscrétion, vous avez quel âge? Bah si, c'est indiscret en fait. Deuxième question, excusez-moi madame, juste pour information, est-ce que vous avez des enfants? Pardon. Oui, il y a des questions qui sont effectivement considérées comme discriminatoires. On n'est pas censé demander l'âge, l'origine, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on compte faire des enfants. Il y a toute une liste en fait qui est dressée par le Code du travail. Ça peut être la religion, orientation sexuelle, opinion politique, les mœurs, etc. Et ça, ce sont des questions qui relèvent de la vie privée et qui ne sont pas censées orienter le choix de l'employeur, sinon c'est discriminatoire. En signalant ce genre de comportement, tu aides aussi d'autres candidats à ne pas subir la même situation. On peut porter plainte pour discrimination. Ça se fait pas beaucoup en pratique parce qu'en général, les gens passent leur chemin. C'est une sanction pénale et une sanction civile que l'entreprise peut encourir. Après, il existe quelques exceptions. Par exemple, je dois postuler pour être comédien, pour jouer le rôle d'un enfant. Peut-être que connaître l'âge du candidat, ça peut être intéressant. Il faut vraiment voir si c'est directement lié aux exigences du métier ou pas. Marc, t'as déjà pensé que le boss, il peut checker tout ce que tu fais sur ton ordi? Quoi? Tout? Même mes playlists de Beyoncé? Ouais, et même tes photos de vacances. Si c'est pas marqué personnel ou confidentiel, ton boss peut tout ouvrir, même tes photos de soirée. Le principe, c'est que tout ce qui est sur l'ordinateur professionnel est présumé être professionnel. Donc l'employeur peut avoir accès aux documents qui sont sur l'ordinateur de travail. L'exception, c'est quand on a un dossier intitulé confidentiel. Et encore confidentiel, à mon sens, ça peut prêter à confusion, mais privé, personnel, c'est très clair. On sait que ça appartient au salarié, que c'est sa vie privée, et l'employeur n'est pas censé regarder ce qui se trouve dans ce dossier. Ça constituerait une preuve illicite. Les emails, c'est pareil. Quand on envoie des emails perso via la messagerie pro, l'employeur, il peut y avoir accès. Concernant tout ce qui est messagerie de travail, l'employeur peut avoir accès au contenu des messageries instantanées qui sont sur l'ordinateur professionnel. Après, moi, je déconseille, tout simplement, si on veut avoir des discussions privées, le mieux, c'est quand même de passer par quelque chose de vraiment privé et de ne pas utiliser les outils professionnels. La frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est très fine. On a par exemple un arrêt de la Cour de cassation concernant une salariée qui avait sur son Facebook personnel, sur lequel elle avait des amis professionnels, dévoilé des informations confidentielles sur un défilé qui n'était pas encore sorti, qui a été sanctionné par son entreprise, et la Cour de cassation a considéré qu'effectivement elle avait violé ses obligations, notamment confidentialité, et que ça justifiait le licenciement. C'est bientôt le ramadan. Est-ce que c'est possible de faire des horaires décalés? Moi je commence genre à 8h, 16h. Mais oui, tu peux. Of course. Quand le contrat de travail fixe les horaires de travail, le salarié est censé les respecter, l'employeur est censé les respecter. Ce qui n'empêche pas un accord sur un aménagement de ces horaires en raison de différentes circonstances. Ça peut être comme là, le ramadan, des circonstances familiales. Dès lors qu'il y a un accord entre l'employeur et le salarié, ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il y a des lois sur la question religieuse dans le monde du travail? Au travail, on a le droit de parler de sa vie privée, on a le droit de parler de sujets politiques, de sujets religieux. On ne doit pas faire de prosélytisme, inciter ses salariés à se convertir à une religion. Mais le règlement intérieur peut effectivement cadrer les obligations et prévoir des interdictions dès lors que ça respecte les libertés fondamentales des salariés.
Je suis au taf, il fait super chaud en ce moment, on a des vestes de boulot, d'accord? En dessous, j'avais un t-shirt de la Palestine, donc tout le monde l'enlève, je l'enlève. Et en fait, il y a des collègues, ils se sont plaints au patron comme quoi j'avais ce t-shirt-là justement de la Palestine. Et quand lui, il a vu ça, il a pété les plombs. Il m'a dit, tu quittes mon entreprise, je te vire. Ici, a priori, il n'y a pas eu de mise à pied de formalisé. Donc, ce qu'a fait l'employeur, c'est illégal. Il ne peut pas juste dire, tu ne viens plus travailler. Là, je ne connais pas le secteur d'activité, je ne connais pas l'emploi, je ne vois pas ce qui justifie la mise à l'écart. Est-ce que ça a porté atteinte aux droits de l'employeur, à la réputation de l'employeur? Est-ce que ça a généré des conflits? Est-ce qu'il y a eu des bagarres derrière? On ne sait pas. En principe, porter un t-shirt, que ce soit Palestine, le Népal ou les États-Unis, c'est pas une faute. On porte ce qu'on veut au travail. Alors si par exemple ce salarié-là a normalement une tenue de travail et qu'il ne l'a pas portée, ça peut effectivement donner lieu à une sanction, un licenciement, pas sûr, mais une sanction, c'est possible. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, moi je suis souvent outrée par ce que j'entends. Il y a des personnes qui ont une audience qui est très très grande et qui racontent des bêtises en droit, pas qu'en droit du travail d'ailleurs. C'est important que les professionnels du droit communiquent pour propager les bonnes informations, pour mettre en garde et sensibiliser les justiciables de manière à ce qu'ils puissent savoir vers qui se tourner en cas de difficulté. Une main au cul, c'est du harcèlement sexuel. Pas besoin d'attendre une deuxième.